Lorsqu'on conçoit une carte électronique avec un microcontrôleur microchip, la phase d'essai et de mise au point se fait généralement en câblage rapide sur de petites cartes de développement de type Curiosity HPC ou Curiosity Nano. Ces cartes intègrent bien sûr leur propre programmateur debugger. Puis, si tout se passe bien, on saisit un schéma structurel, on route une carte. Pour info, il s'agit d'un datalogger développé lors d'un projet de BTSSN il y a quelques années. Puis on fait fabriquer le PCB pour ensuite le câbler. Les ICD2, ICD3 et autres PIC-Kit 3 ne sont plus distribués. Il faut donc utiliser un PIC-Kit 4 dont le prix tournait autour d'une soixantaine d'euros hors taxe il y a quelques mois. Mais depuis la crise des semi-conducteurs, son prix a augmenté d'une dizaine d'euros. Il dispose d'un connecteur à 8 broches, dont seules les 5 premières sont à raccorder sur le PCB lorsqu'on souhaite programmer ou débugger une carte. Ce module est compatible avec de nombreux protocoles. Lorsqu'on souhaite programmer un microcontrôleur PIC, c'est le protocole ICSP, pour In-Circuit Serial Programming, spécifique aux fabricants microchips, qui est utilisé. Les données sont transmises sur la broche PGD pour Programming Data, cadencée par l'horloge PGC, Programming Clock. La liaison entre le programmateur debugger et la carte cible peut se faire, comme ici, avec un petit adaptateur fait maison qui associe longueur des broches et rigidité mécanique pour venir se planter sur la carte à programmer. Mais d'autres solutions sont tout aussi viables, comme utiliser une petite nappe intermédiaire que l'on aura fabriquée, ou se brancher directement dans des trous métallisés sur le PCB, comme cela, même si dans cet exemple pris sur une carte Curiosity HPC, les trous ne sont pas raccordés aux broches de programmation. Ou encore effectuer une connexion temporaire sur des pastilles CMS, juste le temps de la programmation. C'est ce qui existe bel et bien, cette fois, sur une carte Curiosity HPC, avec une petite marque pour indiquer la broche numéro 1 reliée au master clear des microcontrôleurs. Profitons-en pour localiser ce connecteur un peu atypique sur le schéma structurel de la carte constituée de 2 feuilles. Il est présenté non pas sur la feuille Target PIC Interface, comme on aurait pu s'y attendre, mais sur la feuille PKOB pour PIC-Kit Onboard. Et l'abréviation DNP le concernant veut dire Do Not Place ou Do Not Populate. Autrement dit, cette empreinte n'est pas destinée à être occupée par un composant physiquement. Sur ce même schéma, on va trouver un second connecteur permettant d'accéder au microcontrôleur qui gère la carte de développement. Sur le PCB, cet accès est encore plus discret, probablement car l'utilisateur lambda n'est pas vraiment censé intervenir dessus. Voici un exemple de programmation depuis l'environnement de développement MPLABX. L'outil de programmation et son numéro de série sont précisés dans le tableau de bord de l'IDE. Entre deux programmations, cet outil a été changé. Le logiciel s'en rend compte et propose d'actualiser le programmateur. Notez que la carte qui sert d'exemple de programmation ne dispose pas d'une petite marque de repérage de la broche Master Clear, ce qui est un peu déroutant au moment d'effectuer le raccordement, et nécessite de disposer des documents de fabrication, ou d'un multimètre pour identifier le bon sens de placement. Dans les prochains développements, il faudra penser à la faire figurer. Ce qui a été illustré jusqu'à présent correspond à une programmation que l'on pourrait appeler de classique. Voyons un cas de figure un peu plus atypique qui consiste à mettre à jour le firmware d'un circuit spécialisé de chez Microchip en utilisant également le protocole ICSP, comme par exemple pour le circuit RN2483 qui est un module LoRa. Ce circuit communique sur un réseau LoRaWAN par l'intermédiaire d'une passerelle LoRa. Ces passerelles sont produites par différents fabricants. Elles-mêmes peuvent également voir évoluer leur firmware dans le temps. Il est donc parfois nécessaire de mettre à jour le firmware du circuit spécialisé pour assurer sa compatibilité avec l'une ou l'autre des passerelles. Le site de Microchip met à disposition des mises à jour logicielles en téléchargement libre.
Donc cette fois, l'utilisateur n'a pas à produire son propre code source et à le compiler. Le fichier .hex existe déjà, il faut uniquement le transférer dans le circuit. Pour cette manipulation, le logiciel MPLABX IDE n'est pas nécessaire. Il faut avoir recours au logiciel MPLABX IPE pour Integrated Programming Environment. C'est un environnement uniquement de programmation. Il nous est proposé systématiquement lors de l'installation de l'environnement de développement. Lors de la phase de mise au point d'un projet, utilisant un RN2483, il est pratique de faire ses essais avec une carte appelée Pictail. Elle offre plusieurs possibilités de raccordement avec le circuit spécialisé, soit en utilisant un port USB et un terminal de communication série tel que PuTTY, TeraTerm ou autre, soit en connectant le Pictail sur une autre carte de développement du fabricant. Dans ce cas, deux types de connectiques sont disponibles. Sur le schéma structurel, on retrouve le microcontrôleur qui va permettre la mise au point lorsque l'on passe par le port USB. Il dispose de son propre connecteur de programmation. À noter que le port USB sert aussi à l'alimentation des composants de la carte par l'intermédiaire d'un régulateur de 3,3 V. On retrouve bien sûr le RN2483 qui lui aussi dispose d'un connecteur de programmation pour mettre à jour son firmware. Ce connecteur est appelé test et c'est celui qui nous intéresse. Donc concrètement, pour le remplacement du firmware, on va relier le PicKit4 sur le connecteur test. Pour la liaison avec la carte Pictail, j'ai utilisé un autre connecteur en partant d'un modèle Molex 7 broches dont j'ai supprimé une broche et une partie du verrouillage en plastique. Notez que le repérage de la broche 1 est très discret. Et on va alimenter la carte par le port USB. Ce qui suit est inspiré d'une page GitHub de Microchip dédiée au module LoRa. Cette page m'a été indispensable car c'est le seul endroit où est mentionné le modèle de microcontrôleur à rentrer dans le logiciel pour programmer le RN2483. Il s'agit d'un PIC18 LF46K22. Ensuite, on ouvre le logiciel MPLAB IPE, sélectionnez le modèle de microcontrôleur à programmer, se connecter, désigner le fichier à transférer, lancer la programmation, et c'est terminé. Une fois la mise au point terminée et la solution validée, on pourra se lancer dans la fabrication de sa propre carte. Comme ici, dans le cas d'un récent projet de mesure de la qualité de l'air dans une université. Deux étudiants ont conçu et câblé leur propre version de la carte, avec possibilité de changement du firmware. À noter qu'ils ont pris soin de signaler la broche 1 sur le connecteur de programmation. Les RN2483 étant neufs, leur firmware de base n'était pas compatible avec notre passerelle. Donc juste après câblage, ils ont eu droit à une petite mise à jour. Troisième illustration de l'utilisation d'un PicKit4, la programmation d'un microcontrôleur de type ATtiny3217 ou 1617. Ce circuit et sa programmation fait l'objet d'une précédente vidéo assez détaillée. Ce microcontrôleur est souvent comparé à l'Atmega 328P que l'on retrouve sur les Arduino Uno avec quelques fonctionnalités supplémentaires. Les Atmega et ATtiny sont des microcontrôleurs conçus à l'origine par la société Atmel. Mais celle-ci ayant été rachetée, ils ont rejoint le giron de la très grande famille des circuits Microchip. Ainsi, dans l'environnement MPLABX, il est possible de créer un projet pour ce modèle de circuit. Et une carte de développement ATtiny3217 Nano a même été commercialisée. Cependant, cet environnement ne propose pas des librairies clés en main
pour mettre rapidement en œuvre des composants ou des structures telles que servomoteur, lecteur RFID, etc. Facilité de mise en œuvre qui reste la grande force de l'environnement Arduino dans le domaine pédagogique ou de l'électronique de loisirs. Si on développe sur Arduino, concernant la programmation, voici l'association de cartes que l'on peut réaliser pour programmer le circuit. Et avoir un retour d'info sur un terminal pour obtenir un semblant de débugage. Et ça fonctionne. Voici 3 exemples de cartes réalisées par des étudiants de BTSSN dans le cadre d'un projet de conception d'une Smart City en modèle réduit, devant servir d'outil pédagogique pour l'apprentissage de la programmation dans une université. Une carte gère l'éclairage public. Une autre des feux sur une intersection. Et une troisième, l'accès à un parking par badge RFID et servomoteur. Ces différentes cartes dont nous venons de voir des prototypes sont reliées à un même bus I2C dont le maître est un Raspberry Pi. Lui-même est relié à un PC et c'est à ce niveau que travailleront les étudiants en informatique pour gérer la Smart City. Pour en revenir à la programmation des ATtiny, le protocole utilisé pour les programmer est l'UPDI, pour Unified Program and Debug Interface. Ce protocole fait partie de ceux gérés par les PiKitKat. On peut donc le substituer à la structure un peu encombrante utilisant une Arduino Nano. Pour ça, il va falloir récupérer le fichier .hex généré par l'environnement Arduino dans le logiciel MPLAB IPE et ensuite programmer l'ATtiny. Au niveau de la liaison entre le programmateur et le microcontrôleur, seuls 3 fils sont nécessaires. Le GND, le fil transmettant les données en série, UPDI, et une broche appelée VTG pour Voltage Target, qui sert au programmateur à détecter si la cible est bien alimentée. Si ce n'est pas le cas, le logiciel MPLAB IPE nous le signalera et refusera de programmer. Voici un exemple très simple de programmation de clignotement Blink, illustré sur la carte de développement conçue par Spacecond. Dans l'IDE Arduino, le type de circuit, sa tension d'alimentation, etc. ont été définis. On compile. Pas d'erreur. Et on demande l'exportation des fichiers binaires. Cette exportation se fait dans le projet où l'on retrouve le fichier .hex. On peut remarquer que certains éléments de configuration du circuit figurent dans le nom même du fichier, comme 3217, 20 pour 20 MHz et 3 pour la tension d'alimentation. Puis dans MPLAB IPE, on indique le modèle du circuit à programmer. On connecte le programmateur au PC. Il est automatiquement identifié par le logiciel. On récupère le fichier de programmation créé juste avant qu'il faut aller chercher dans le projet Blink. On lance la programmation. Et ça clignote. Transposons cette procédure de programmation à l'une des cartes réalisées lors du projet, celle qui gère les lampadaires et la détection des piétons de nuit. Le principe est exactement le même. Il s'agit cette fois d'un ATtiny 1617, alimenté lui aussi sous 3,3 V. On effectue les modifications d'usage, changement de modèle, ne pas oublier de valider ce changement, chargement du .hex,
Et la programmation s'effectue sans problème, même si dans le cas présent, rien de flagrant ne se passe puisque la carte n'est pas raccordée aux autres éléments. Pour finir, il faut savoir que si le programmateur debugger ne réagit plus lorsqu'on tente de l'utiliser sur différents PC et éventuellement sous différentes versions du logiciel MPLABX, une dernière procédure de remise en service avant l'envoi en dépannage se trouve dans le menu debug. Il faut suivre attentivement la procédure qui inclut des connexions et déconnexions du programmateur sur le port USB. Et croiser les doigts pour une reprise en main.